mystère subsiste autour de sa mort. Los Angeles, 1971. Jim Morrison voit le monde à ses pieds. 6 ans de carrière fulgurante, 6 albums et plus de 200 concerts. Morrison, fabuleux auteur-interprète, bête de scène à la gueule d'ange. Une icône vivante surnommée le Dionysos du rock. Mais une divinité fragile, rongée par les tourments d'une célébrité qui pactise avec les propres démons de Jim. Dès que je l'ai rencontré, j'ai su qu'il était différent. Mais à certains moments, Jim allait tellement bien, il était tellement créatif et inspiré, je pensais qu'il allait vivre éternellement et être toujours aussi fort. Au fil des années, Jim est devenu de moins en moins bon sur scène. Je l'ai vu se détruire progressivement. C'est là que j'ai réalisé qu'aussi talentueux qu'il soit, jouer en concert était devenu une véritable épreuve pour lui, comme une obligation. Surchauffé, Morrison provoque le public et est accusé d'avoir exhibé son sexe sur scène. Un mandat d'arrêt lancé contre lui. Il risque la prison. Where you have children from 9 to 14 years of age being subjected to such obscenities, certainly immediate action is demanded. Laissez-moi vous dire une chose. Sachez que Jim n'a rien fait, je le sais. J'étais sur scène. On n'a jamais prouvé que Jim avait fait ça. Il n'y a jamais eu de photo avec Jim montrant son sexe. Et pourtant, il y avait des dizaines de photographes, voire des centaines, qui sont venus témoigner au tribunal. 2 ans de procès. Les Doors sont momentanément interdits de concert. Jim est flingué par la presse et l'Amérique puritaine. L'icône n'a plus qu'une gueule d'ange déchu. Jim n'est plus l'éphèbe survolté des débuts. Il veut en finir avec son passé de rockstar. En mars 1971, Jim prend sa décision. Il quitte les Doors. Il annonce son départ alors qu'ils enregistrent leur dernier album, L.A. Woman. Je me rappelle, on était en train de mixer Rider on the Storm quand il nous a annoncé ça. Cette chanson Rider on the Storm dégage quelque chose d'inquiétant, avec la pluie, les coups de tonnerre, tout ça. Sans doute y avait-il dans cette chanson comme un signe que quelque chose allait arriver. Sa mort. C'était évident qu'il n'allait pas revenir. Jim n'était pas ce genre de personne que tu peux faire revenir en lui proposant de l'argent. Ou des arguments du style, si tu veux, tu peux redevenir une star. Ça ne l'intéressait pas. En fait, il avait pris la décision de sa vie et poursuivait son destin, devenir un poète. Le 11 mars, Jim Morrison quitte Los Angeles. Nous étions en train d'attendre l'avion et comme on buvait et on parlait tous ensemble, on n'a pas entendu l'annonce de départ. Peut-être aussi qu'il n'y a pas eu d'appel de l'aéroport. Donc Jim a dû revenir le lendemain pour prendre un autre avion. Je crois qu'en fait, on n'avait pas envie qu'il parte. Quand j'ai revu Jim, c'était au cimetière du Père-Lachaise, sur sa tombe. Morrison arrive à Paris le 12 mars 1971. Dès son arrivée, il s'installe pour quelques jours à l'hôtel Georges V, où il rejoint Pamela Courson, sa compagne, qui est arrivée à Paris 3 semaines plus tôt. Quelques jours plus tard, ils emménagent dans le quartier du Marais,
au 17 rue Beautreilly. Un appartement que le couple sous-loue à un jeune mannequin, Elisabeth Larivière. J'ai vu un monsieur avec une belle chevelure, charmant. Et puis, il est rentré, et puis il s'est installé, et voilà. Il ne disait pas grand-chose les premiers jours. Puis après, on s'est liés d'amitié, il était adorable. Pamela et Jim vont vivre ici pendant 4 mois. Le refuge que s'est choisi l'ex-rockstar. À l'époque, Jim occupe cette chambre, côté cour, où il passe la plus grande partie de ses journées, espérant laisser derrière lui son pire ennemi, l'alcool. Il avait des très très grands cahiers jaunes, à spirale, et il écrivait tout le temps. Il allait tout le temps dans la salle à manger. Il y avait une très grande table en bois, et il avait des livres un peu partout, et ses grands cahiers, et puis il était là avec... il écrivait. Jim écrit et explore Paris, seul. Il aime flâner le long des quais, dans l'île de la Cité et le quartier du Marais. Paris, pour lui, il adorait cette ville. Il trouvait que c'était beau, que c'était calme, personne ne l'embêtait. Il avait toujours une espèce de poche béante avec des feuilles qui dépassaient. Jim est comme envoûté par Paris, la ville des écrivains qu'il admire, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Oscar Wilde. Il passe de longs moments place des Vosges, assis sur un banc. Il griffonne sur ses carnets et écrit ses derniers vers. Paris, la ville lumière où son poème « As I Look Back » voit le jour. Quand je jette un regard en arrière sur ma vie, je suis frappé par des cartes postales, instantanées, détériorées, posters fanés d'un temps qui m'échappe. Un jour, alors qu'on allait ensemble prendre un petit déjeuner dans un hôtel, il m'a dit sur le chemin « J'espère qu'on se souviendra de moi comme d'un poète quand je serai mort. » Why does my mind circle around you? Why do planets wonder what it would be like to be you? Jim poète, Morrison cinéaste. Dans ses valises, il a emporté 2 films réalisés avec son ami Frank Lisciandro à Los Angeles. Dans l'un d'entre eux, Highway, Jim y joue le rôle principal, celui d'un autostoppeur assassin. Rage et destruction, fuite en avant vers un grand nulle part. Notre plan était le suivant. Jim allait à Paris et devait rencontrer Agnès Varda et Jacques Demy, ainsi que d'autres personnes du milieu du cinéma français. Il devait leur montrer le film avec peut-être l'espoir de finir Highway. À défaut de finir Highway, Agnès Varda et Jim se lient d'amitié. En 1970, il avait même débarqué en plein conte de fées, loin, très loin de son univers, sur le tournage de Peau d'âne. Il a eu envie de venir voir le tournage. Alors Jacques était déjà à Chambord, moi j'ai pris le train avec Alain et Jim. On a pris le train Paris-Orléans, on a loué une voiture à Orléans et on a été au château de Chambord en voiture. Il a assisté au tournage en visiteur, en voisin. Rien de particulier, il est venu sur la pelouse, j'ai fait 1 ou 2 plans, pas plus. Il venait parce qu'il aimait le travail de Jacques Demy, parce qu'il aimait les Parapluies de Cherbourg, parce qu'il aimait mes films aussi, je crois. Et c'était des actes d'amitié simple et de curiosité simple, de cinéphile. I'd love to stay. I'd love to stay. I'd love to stay. Avril 1971, Jim est en France depuis quelques semaines et succombe de nouveau à l'alcoolisme. Il picole, écume les bars du quartier latin, fait des rencontres de hasard qui lui permettent de tromper ennui et solitude. Il est venu vers nous et il a dit « Salut les gars, vous êtes américains? Je peux me joindre à vous ?» Évidemment, j'ai répondu « Viens et prends une chaise ». Au début, c'était impossible de savoir qu'il s'agissait de Jim Morrison. Il s'était transformé en poète barbu.
Jim descend bière sur bière, clope à un rythme infernal, puis propose à Phil et à son groupe de taper un bœuf. Ils choisissent un blues que Jim vient d'enregistrer, mais le concert tourne court. Jim a dû faire un break car il n'arrivait plus à chanter. Je ne savais pas qu'il était si malade, qu'il avait des problèmes respiratoires. J'ai appris tout ça plus tard. Je sais que pendant son séjour à Paris, il est allé une nuit à l'hôpital américain de Neuilly, car il crachait du sang. Quand Jim était à Paris, il a vu un médecin. Et quand il a eu ma femme Cathy au téléphone, lors de ses coups de fil au bureau des Doors, il a parlé avec elle de ses problèmes d'asthme. Jim avait eu des problèmes d'asthme enfant, et ça a continué plus tard. C'était évident qu'il était en train de se tuer à petit feu. Son médecin conseille à Jim de prendre du repos. L'asthme, combiné à l'alcool et au tabac, lui provoque des malaises. Il quitte alors Paris pour quelques semaines et part sur les routes. Direction l'Espagne, puis le Maroc. Tanger, Marrakech, Casablanca. Jim et Pam passent des jours entiers à explorer les souks de l'ancienne Médina, fascinés. Les sons et les odeurs étaient ceux de l'Afrique, note Jim dans un journal. Il va mieux et semble en paix avec lui-même. Le 3 mai 1971, ils sont de retour à Paris. Pamela et Jim s'installent quelque temps à l'hôtel, rue des Beaux-Arts. Quand il venait ici, je pense que c'était surtout pour être tranquille, discret. Donc il passait plus de temps dans sa chambre qu'au bar ou au restaurant. Il faut dire que Jim retrouve là un vieil ami, Oscar Wilde, mort dans cet hôtel. Un écrivain, une victime du puritanisme, un exilé, comme lui. Qu'est-ce que Jim peut bien raconter à Wilde? Qu'il se condamne à le rejoindre bientôt? Peut-être même prochainement? C'est une lettre postée de l'hôtel qui date du 18 mai 1971. Jim dit: Chers Frank et Cathy, désolé de ne pas vous avoir écrit plus tôt, mais nous sommes partis en voyage. En Espagne, Grenade notamment, c'était vraiment bien, puis le Maroc, la France et la Corse. Puis il dit: Nous avons une chambre supplémentaire, alors s'il vous plaît, venez nous rejoindre. Au fait, comment allez-vous? Dites bonjour aux autres et ramenez-vous ici. J'adore cette expression, ramenez-vous ici. Je crois que Jim se sentait seul à Paris. Il essayait de se faire des amis, mais en fait, il n'avait pas d'amis. Il n'avait personne. Mi-mai, Pamela et Jim sont de retour. Ils avaient chacun leur vie. Elle sortait beaucoup de son côté, lui du sien. Je ne vivais pas avec un couple. Voilà ce que je veux dire. Jim reprend ses déambulations dans Paris. Où se contente-t-il d'y errer? Au Café de Flore, il retrouve par hasard Zouzou, une jeune actrice qu'il avait croisée 7 ans auparavant. J'ai dû entrer en contact avec lui 15 jours, 3 semaines avant qu'il meure. Et donc, je l'ai vu quasiment tous les après-midi avant sa mort. Pamela, apparemment, organisait tout. Elle devait être la grande planificatrice. Et ça devait être bien pratique pour lui, parce qu'apparemment, il se laissait totalement faire. Il lui donnait l'argent, elle arrivait, elle disait: donne-moi tant, il sortait de l'argent. Je reviens de prendre dans 1h30, hop. Moi, je me disais: ok, c'est elle qui fait le shopping. Quand vous dites que Pamela allait faire du shopping, ça veut dire aller chercher de la drogue. Évidemment. Et quand elle revenait, tout le monde, hop, dégageait, très vite. Et ça, c'est un signe, je connais ce signe. Pam était déjà dans l'héroïne, avant de partir à Paris. Donc... La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'elle fermait sa porte à clé et que de temps en temps, j'étais un petit peu inquiète et que j'allais frapper et elle me disait que ça ne me regardait pas. Voilà. Pamela fréquente un personnage étrange, Jean de Breteuil. Il a été son amant à Los Angeles. À Paris, il est connu dans le milieu de la drogue. C'est
C'était un bourgeois très... Voilà, c'est tout. Qui avait des thunes et qui évidemment... il y avait toute une bande comme ça de gens, de bourgeois friqués. Ça faisait très chic d'être toxicomanes et en même temps, ils entraînaient tout le monde dans leur sillage, quoi, je veux dire. Ils étaient très généreux. Ils ne disaient pas elle en a jamais pris, je lui en donnerai jamais. Non, non. Ils vous en proposaient gracieusement, quoi, je veux dire. Pamela est une junkie. Morrison ferme les yeux, lui aussi à sa drogue, l'alcool. Jim est également accro au Rock'n'Roll Circus, la boîte incontournable des années 60 pour les fondus de rock et de paradis artificiels. Mick Jagger, Jimi Hendrix, tous sont passés par là. Un soir, Gilles, un habitué des lieux, croise par hasard Morrison à la sortie de la boîte. Il vient d'être chassé par les videurs. Gilles le traîne alors dans un taxi. Et donc il était vraiment dans un sale état. Et j'ai vu qu'il aurait eu des problèmes très vite avec les videurs. Donc je me suis approché de lui, je l'ai appelé. Et puis il m'a dit qu'effectivement, il était Morrison. Et je lui ai demandé où il habitait. Mais bon, dans l'état où il était, impossible de répondre. Il était dans quel état? Mais il était ivre-mort. Gilles l'emmène alors chez des amis dans le 17e arrondissement. Gilles doit littéralement traîner Morrison jusqu'au 5e étage. Et puis là, on a vu rentrer Gilles avec ce type qui tenait à peine debout, qui avait un sourire en banane, qui a dit quoi? Hello, je crois que c'est à peu près tout. Et bon, il est tombé sur le lit. Il est tombé sur le lit, que j'ai même pas entendu quoi que ce soit. Si, il a dit hello, il a dit quelque chose. Ouais, ouais. Il a fait un grand sourire, ça je me souviens très bien. Morrison passe la nuit chez Hervé. Le lendemain matin, de nouveau sobre, Jim invite Hervé et Yvonne à prendre un petit déjeuner au bar Alexandre, rue Georges V. C'est là qu'Hervé, journaliste rock à l'époque, et Jim sympathisent. Un moment unique, restitué aujourd'hui par ces quelques clichés. C'était très sympa, mais comme on a déjà bu avant de manger et qu'il a démarré au Chivas, une douzaine de Chivas plus tard, était plus très frais, quoi. Malheureusement, Jim était alcoolique, le pire des alcooliques. Le type même qui n'est pas ivre au premier verre et qui ne peut plus s'arrêter. Mais personne ne lui a jamais dit « Hé mec, tu bois trop, arrête !» On était trop jeunes, on ne savait pas qu'on pouvait en mourir. Hervé revoit Jim à plusieurs reprises. Leur dernière rencontre a lieu le 11 juin. Ils assistent ensemble à une pièce de Bob Wilson, Le regard du sourd. Morrison est fasciné par les tableaux macabres de la pièce. Je viens devant le théâtre, de Jim très expansif, très excité, et inspiré en même temps, quoi. C'était curieux parce qu'il y avait un côté de lui qui en fait était très jeune, il avait plein de projets, et puis il y avait cet autre côté de lui qui était vraiment usé, quoi, qui était à bout. Le 14 juin, Jim appelle le batteur des Doors, John Densmore. Il m'a appelé. Je suis le dernier membre du groupe qu'il est appelé de Paris. Il voulait savoir comment se passaient les ventes de l'album LA Woman. Je lui ai dit que tout se passait merveilleusement bien. Pour moi, il voulait faire un nouveau disque. Il avait l'intention de revenir. Sans doute pas. Le 16 juin, Jim embarque dans un studio de fortune 2 musiciens de rencontre et se plante devant un micro, éméché. C'est le tout dernier enregistrement de Morrison, très précisément 16 jours avant sa mort.
Ready? Now, listen, I got a favorite. I wrote this myself. Well, I used to know someone fair. She had orange ribbons in her hair. She was such a trip, she was hardly there, but I love her just the same. Le 28 juin, Alain René, un ami de longue date de Morrison, emmène Jim et Pamela à Chantilly. Puis ils roulent ensuite vers le petit village de Saint-Leu-d'Esserand. Ils déjeunent ensemble à l'hôtel de l'Oise. Sans le savoir, Alain René prend les dernières photos de Jim et Pam. Ils semblent heureux. Vendredi 2 juillet 1971, Jim Morrison passe la journée avec son ami Alain René. Une journée que ce dernier ne souhaite plus évoquer. Son seul témoignage est celui qu'il accorde en 1991 au magazine italien King, 20 ans après la mort de Morrison. Alain René y décrit cette dernière journée de la star. Vers 13h, ils déjeunent ensemble place des Vosges. Jim est tendu, déprimé, et tousse sans cesse. En fin d'après-midi, ils prennent un dernier verre, place de la Bastille. Jim est alors secoué par une forte crise de hoquet. Il tente de la réprimer, jette sa tête en arrière et ferme les yeux. Alain René est inquiet. J'avais l'impression de contempler un masque mortuaire, dira-t-il. Alain laisse pourtant Jim attablé à la terrasse du café et s'engouffre dans le métro. Il se retourne une dernière fois vers son ami. Il ne le reverra jamais. Que s'est-il passé dans la soirée du 2 au 3 juillet, la dernière soirée de la vie de Morrison? Seul témoin officiel, sa compagne, Pamela Courson. Les événements de cette dernière nuit, relatés par Pamela, sont consignés dans sa déposition, à la police judiciaire. Ce sera la version officielle. À 21h, selon Pamela, Jim quitte la rue Beautreilly et part dîner dans un café situé près de leur appartement. À 22h, ils repassent chercher Pam et vont au cinéma voir un film de Raoul Walsh, La vallée de la peur. Vers 1h du matin, toujours selon Pamela, ils rentrent rue Beautreilly, puis écoutent de la musique jusqu'à 2h30 du matin. Vers 3h30, Pam est réveillée par la respiration bruyante de Jim. Elle le secoue. Jim se réveille. Pamela veut appeler un médecin, mais Jim refuse. Il va dans la salle de bain et se fait couler un bain. Alors qu'il se trouvait dans la baignoire, mon ami m'a appelé, me disant qu'il avait la nausée et envie de vomir. Il a vomi de la nourriture, puis du sang, et une troisième fois, des caillots de sang. Puis mon ami m'a dit qu'il se sentait bizarre. Mais il m'a dit « Je ne suis pas malade. Va te coucher ». Je me suis tout de suite endormie. J'étais rassurée. À 6h du matin, Pamela se réveille. Jim n'est pas à côté d'elle. Elle court à la salle de bain et le découvre inanimé. Elle pensait que Jim lui faisait une blague. Elle lui a dit « Jim, ne fais pas ça, tu me fais peur ». Je croyais qu'il avait un malaise et qu'il était inconscient. J'ai essayé de le sortir de la baignoire. Je n'ai pas pu. Elle a tout essayé, jusqu'à ce qu'elle réalise qu'il était mort. Pamela appelle alors son ami et compatriote Alain René. Il est chez Agnès Varda qui joint alors immédiatement la caserne de pompiers. Bien sûr, c'est très effrayant. Elle s'est réveillée, il était mort dans son bain, c'est pas très rigolo. C'est même une horreur, donc elle était très angoissée avec ça. On a appelé les pompiers pour voir si on peut encore le réanimer. À 9h21, l'appel d'urgence est transmis à la caserne des pompiers, rue de Sévigné. Motif de l'appel, une personne asphyxiée au 17 rue Beautreilly.
Nous ne savions même pas si c'était un homme, une femme, un enfant, rien. Nous n'avions que l'indication du motif de l'appel ainsi que l'adresse. Il est 9h24 quand les pompiers arrivent sur place. Pamela leur ouvre. Son peignoir est encore humide. Il y a un peu d'eau dans le couloir. Les secours se dirigent immédiatement vers la salle de bain. Lorsque nous sommes arrivés, il y avait donc un homme d'une corpulence assez forte qui était étendu dans la baignoire. Il était donc la tête de ce côté-là, ça j'en suis certain, et la tête rejetée en arrière. Son bras ici, qui était reposé sur le bord de la baignoire. L'eau était tiède, mais tiède, on va dire 30 degrés. C'était pas de l'eau chaude, l'eau était tiède, elle était un petit peu rosée, et il y avait du sang qui avait coulé, ça se voyait de sa narine droite, donc ça voulait dire qu'il avait perdu déjà un petit peu de sang, c'était quand même mauvais signe. Donc nous avons pris le corps et nous l'avons transporté dans la chambre que nous a indiqué donc la jeune femme qui était là. Nous avons donc transporté le corps dans la chambre et je l'ai étendu, enfin je l'ai fait étendre par terre, où nous avons donc commencé le massage cardiaque. Et très rapidement, on s'est rendu compte que la mort était certaine, qu'il était mort, qu'il n'y avait rien à faire. Donc à ce moment-là, je n'allais pas le laisser par terre, je l'ai donc fait déposer sur le lit. À votre avis, il était mort depuis longtemps? Je ne sais pas. Juste après l'arrivée des pompiers, Agnès Varda et Alain René rejoignent Pamela. Agnès Varda entrevoit le corps de Jim. Alain René, lui, refuse de voir son ami. Au même moment, le téléphone sonne. C'est René qui a décroché. Je me dis, j'avais été assez surpris que ce soit lui qui décroche. Ce n'était pas le cas d'habitude. Et bon, on a discuté un peu. Je lui ai dit, ça va. Bon, on parlait tous ces jours à Paris. Enfin, bon, je me suis dit, est-ce que Jim est là ou Pam? Non, ils sont sortis. Mais sa voix était bizarre, son comportement était bizarre. Ça m'étonne. Et ça, je me souviens que ça m'avait vraiment frappé. À 9h45, l'inspecteur Jacques Manchès débarque, pose quelques questions. C'est lui qui recueille la déposition de Pamela. À 18h, un médecin arrive et examine Jim en quelques minutes. Pour Max Vassil, le corps ne présente aucune trace suspecte de traumatisme ou de lésion quelconque. Dans son rapport, il note que Jim souffrait de troubles coronariens, peut-être aggravés par l'abus de boissons alcoolisées, qu'un changement de température extérieure suivi d'un bain ont pu provoquer un infarctus du myocarde. Il conclut à la mort par arrêt cardiaque, mort naturelle. Et il a vérifié effectivement s'il y avait des traces d'aiguilles, non seulement dans les bras mais ailleurs, et il dit qu'il n'y en avait absolument pas. Et puis c'est bien pour ça d'ailleurs que finalement après il n'y a pas eu d'autopsie, il n'y avait aucun doute quant à la mort. C'est un arrêt cardiaque, vu qu'il buvait beaucoup, qu'il faisait 20 kilos de trop, ce genre de choses qui peuvent arriver. Le certificat de décès est délivré. L'heure du décès est fixée à 5h du matin. Le mort est déclaré sous le nom Douglas Morrison et non James Douglas Morrison, histoire de rester discret. J'ai fait quelque chose que je suis sûre que Jim voulait, puisque c'était dans l'esprit de sa vie à Paris. Autrement dit, bloquer la nouvelle. Pourtant, alors que personne n'est censé être au courant, la nouvelle arrive aux oreilles du manager Bill Siddons à Los Angeles. Le téléphone sonne et ma femme se lève et dit « Jim est mort ». Quoi ? Je réponds au téléphone et c'était mon collègue de Londres, Clive Selwood, le directeur de la maison de disques en Angleterre. Il me dit qu'il a été contacté par des journalistes français demandant s'il est vrai que Jim est mort. Je me suis dit, j'espère que c'est faux, mais je n'en sais rien. J'ai appelé à l'appartement, j'ai appelé et appelé de nouveau, rien. Puis j'ai réussi à les joindre, je crois vers midi. Je suis tombé sur Pamela.
Elle était d'abord sur la défensive, niant tout, puis elle a avoué, pleuré un peu, et je lui ai dit que je voulais l'aider, que je ne ferais rien qu'elle ne voudrait pas que l'on fasse. En accord avec Pamela, le manager du groupe décide lui aussi de rester discret. Il prévient juste les Doors et les proches de Jim. Notre manager Bill Siddons est arrivé et il nous a dit qu'il avait eu un coup de fil, lui apprenant la mort de Jim. On n'y croyait pas, Robbie et moi. On s'est dit, est-ce que c'est vrai? C'était un moment horrible pour nous. Cette nouvelle sortait de nulle part, si seulement il était malade ou qu'il ait eu un accident. Mais non, un jour il était vivant, l'autre jour mort. Du moins, c'est juste ce que l'on savait. Bill Siddons, le manager des Doors, arrive à Paris dès le 6 juillet, ne sachant toujours pas ce qui est arrivé. Il passe la nuit rue Beautreilly, tout près du cercueil de Jim. Je n'ai pas étudié le cercueil avec attention pour voir s'il était fermé ou non. Je n'ai jamais vraiment voulu l'ouvrir. Je me rappelle juste m'être posé la question, puis je me suis dit que c'était trop. J'avais pas l'état d'esprit du manager qui se dit « il faut absolument voir le corps pour être sûr de la mort ». Il n'y avait aucun doute dans mon esprit. C'est parce que Bill n'a pas regardé dans le cercueil qu'il y a eu plein de rumeurs. Je me souviens que Ray a dit « peut-être qu'il n'est pas mort ». Et je dois avouer qu'avec l'esprit tordu de Jim, il aurait très bien pu juste se faire passer pour mort. Le 6 juillet, la mort de Morrison n'est toujours pas officielle. L'ambassade américaine prévenue opte également pour la discrétion. Alain René et Agnès Varda s'occupent dans l'ombre des obsèques de Jim. Il avait dit une fois qu'il aimerait bien être à la campagne, alors on a essayé d'avoir un cimetière à la campagne et c'est impossible parce qu'il faut être né dans le village, c'est trop compliqué. Alors on est allé là où il y a de la place pour les étrangers, qui est le Père-Lachaise évidemment. Et on a fait très vite toutes les démarches possibles, de manière à ce que la nouvelle, j'allais dire la nouvelle d'agence, la nouvelle officielle, ne circule que quand il était enterré. Il voulait éviter qu'il y ait autour de la mort de Jim la même frénésie médiatique qu'il y avait eu autour de la mort de Hendrix, un an auparavant. Le 7 juillet, à 9h du matin, Morrison entre dans son royaume. Il rejoint là les poètes et écrivains qu'il aimait, Apollinaire, La Fontaine, Proust et Oscar Wilde. Le minuscule cortège s'arrête dans la 6e division. Seulement 5 personnes assistent à l'enterrement. Agnès Varda, Alain René, Robin, la secrétaire de Jim, Pamela et Bill Siddons. Pas de prêtre, ni encore de tombe, l'enterrement dure à peine 8 minutes. Je n'ai jamais fait ce que je suis en train de faire. Je n'ai jamais parlé à personne de cette cérémonie, de ce à quoi cet enterrement ressemblait. Je me rappelle juste qu'on a sorti le cercueil du corbillard noir. Je me rappelle avoir déposé le cercueil. Je ne me rappelle aucun discours. C'était plutôt surréaliste, rapide. Je n'arrivais pas à croire ce que j'étais en train de vivre. Pam chuchote juste quelques vers écrits par Jim. Voici qu'arrive la nuit avec sa légion pourpre. Retirez-vous maintenant dans vos tentes et dans vos rêves. Demain, nous entrons dans la ville où j'ai vu le jour. Je veux être prêt. Le 9 juillet, soit 6 jours après la mort de Jim, Bill Siddons, de retour à Los Angeles, annonce publiquement la nouvelle, reprise dès le lendemain par la presse. Jim Morrison est mort officiellement d'une crise cardiaque.
J'ai vu le certificat de décès qui indiquait que c'était une crise cardiaque. Mais ce n'est pas une explication très détaillée de sa mort. Tout le monde meurt d'une crise cardiaque. Évidemment, je me suis posé des questions. Aujourd'hui encore, je me pose des questions. Si j'avais eu 30 ans à l'époque au lieu de 22, j'aurais posé des questions. J'aurais dit, Pamela, je veux savoir toute la vérité. Mais en fait, je ne voulais pas savoir. Mais savoir quoi? Que Morrison n'est peut-être pas mort chez lui, dans son bain, d'un arrêt cardiaque, comme le dit la version officielle? Que s'est-il réellement passé cette nuit du 2 au 3 juillet? Élément troublant, vers 6 h du matin, l'heure à laquelle Pamela Courson déclare découvrir Jim inanimé rue Beautreilly, un DJ fait une étrange annonce dans un nightclub, La Bulle. Il y a une petite bulle ici, parce que ça s'appelait La Bulle. Il y a une porte là-bas. Les deux types rentrent. Deux jeunes. Tu vois, des mecs comme nous, quoi. Je me souviens même pas de leur nom. Je jure, c'était pas des amis, c'était des gens que je connaissais. Je passe des disques, je suppose, voilà, je suis comme ça. Et il y a un d'eux qui dit, tu sais, on vient de voir, quelqu'un vient de nous dire que Jim Morrison est mort. Je sais comment il est mort. Ouais, il paraît qu'il est, pas qu'il me paraît, il est mort. Jim Morrison est mort. Abasourdi, mon premier réflexe, c'était pas de demander mais comment tu sais, mais où et comment, rien de tout ça. N'étant pas journaliste, j'ai pris mon micro et j'ai annoncé ça. La nouvelle a donc filtré à ce moment-là, alors que personne n'est censé être au courant. Le lendemain, dimanche 4 juillet, un journaliste présent à La Bulle va même reprendre l'annonce sur Radio Luxembourg. Ah oui, la rumeur a circulé avant que ce soit dans la presse. C'était qui les types qui vous avaient annoncé que Morrison était mort? Les deux types, c'était deux types que je connaissais. Je savais qu'ils étaient dealers. Est-ce qu'ils auraient pu dealer à Jim Morrison des choses, hein? Est-ce qu'ils auraient pu? On va savoir. Curieusement, le jour même de la mort de Jim, le 3 juillet, un vent de panique semble souffler sur le tout Paris de la drogue. Vers 4 h du matin, un mec que je connaissais, que je connaissais bien, qui dealait, vient me voir, il me dit, tu sais que Morrison est mort. Je lui dis, quoi? Il me dit, je suis merdé parce que je lui ai vendu quelque chose. J'ai vendu quelque chose à sa nana, il m'a dit. Et ça me fait chier, j'espère que c'est pas mon truc qui l'a tué. Je lui ai dit, tu sais très bien que ce genre de choses peut arriver. Je lui ai dit, tu vas pas te culpabiliser, tu sais très bien qu'il picolait comme c'est pas permis et qu'il a fait peut-être un mélange. Je lui ai dit, peut-être que c'est même pas ton truc. Je lui ai dit, comment tu peux être sûr que c'est toi qui est responsable de sa mort? Le confident de Zouzou n'est pas le seul dealer à paniquer. L'énigmatique comte Jean de Breteuil, héroïnomane et ami très proche de Pamela, semble redouter quelque chose. Il a pris la tangente. Hein. Il s'est dit, Paris c'est malsain en ce moment. Je suis absolument certaine qu'il est allé au Maroc et qu'il y est resté. En effet, dès le 4 juillet, Jean de Breteuil part pour Marrakech, dans une propriété familiale accompagnée de sa fiancée, Marianne Faithfull. Il fait alors d'étranges confidences à des amis. Ils étaient bouleversés et ils ont commencé à nous raconter, à ma femme et moi, qu'ils arrivaient juste de Paris et qu'ils avaient trouvé Jim Morrison mort dans sa baignoire, dans l'appartement du Marais. Il a raconté qu'il avait reçu un appel de Pamela au milieu de la nuit. Jim est dans la baignoire, la porte est fermée. Jim ne répond pas, je suis effrayé, aide-moi. Jim était en train de devenir bleu. Il était manifestement mort et il ne pouvait rien faire pour lui. C'est ce qui les a d'autant plus effrayés. Cette version est en complète contradiction avec la déposition de Pamela. Elle ne mentionne pas avoir vu Jean de Breteuil, ni Marianne Faithfull rue Beautreilly. Quel intérêt aurait-elle eu à mentir? Aurait-elle voulu se protéger, ainsi que Jean de Breteuil, d'une enquête de police?
Je pense que le comte avait peur de rester à Paris parce qu'il était toxicomane. On aurait voulu en savoir plus et le questionner pour savoir d'où venait la drogue qui avait tué Jim Morrison. Bien sûr, il ne nous a rien dit à ce propos. Jean de Breteuil meurt 1 an après Morrison d'une overdose, emportant son secret. Quant à Marianne Faithfull, hier comme aujourd'hui, elle refuse de s'exprimer sur ces événements. Si elle dit qu'elle n'était pas là, c'est qu'elle nous a menti tout le long de son séjour à Marrakech. Car les jours suivants, ils nous ont de nouveau raconté à ma femme et moi la même histoire, de la même façon. Morrison alcoolique et malade, cela ne fait aucun doute. Mais en cette nuit du 2 au 3 juillet, aurait-il commencé à toucher à la drogue? Une drogue dure, l'héroïne. Dans son témoignage au magazine King, Alain René raconte que Pamela lui avoue à l'époque avoir sniffé avec Jim, cette nuit-là. Morrison aurait même commencé à en prendre avant le jour de sa mort. Jim critiquait Pam quand elle prenait de la drogue. Mais je suis sûr qu'il a essayé. Jim Morrison serait donc mort d'un cocktail explosif. Santé fragile, alcool et drogue. Mais est-il mort dans l'appartement de la rue Beautreilly, dans son bain, comme le dit la version officielle? Pamela Courson affirme qu'ils ont passé la nuit à l'appartement. Probablement pas. Ne le voit-on pas cette nuit-là au Rock'n'Roll Circus, la boîte qu'il a l'habitude de fréquenter? J'étais au pied de l'escalier, pratiquement au bar, et puis Jim est arrivé. Je l'ai pas trouvé plus mal ou mieux que d'habitude. Il est arrivé tout à fait normal, comme un mec qui a dû déjà boire 2 ou 3 verres. Voilà. À ce moment-là, ça a été très bref. Comment ça va? Tu veux boire un verre? Bah, tout à l'heure. Bon, puis il était s'asseoir. A priori, il est arrivé seul, mais il cherchait des amis, je crois. Vers 3 heures, je ne l'ai plus vu. Peu après, un serveur appelle Sam Bernett. Une personne vient d'être trouvée inanimée à l'intérieur des toilettes de l'Alcazar. À cette époque, l'Alcazar a une entrée rue Mazarine, le Rock'n'Roll Circus, rue de Seine. Mais les 2 boîtes communiquent par un long couloir. À un moment donné, on est venu me chercher au bar parce que quelqu'un s'était enfermé dans les toilettes et on n'arrivait pas à ouvrir cette porte. Donc je suis monté. Et on m'a dit qu'ils avaient trouvé un type inanimé que ses amis avaient emmené, il avait sorti du côté Alcazar, c'est la rue Mazarine. Et on m'a dit le type était vraiment naze jusqu'aux yeux et ses amis l'ont emmené. Donc j'ai pas vu qui c'était, je ne sais pas qui c'était. Il y a un immense point d'interrogation sur de qui était derrière cette porte de toilette. Un immense point d'interrogation, pas si sûr. Car Jim Morrison est bien au Rock'n'Roll Circus ce soir-là, ce qui contredit totalement la déposition de Pamela. Un autre témoignage confirme la présence de Jim en ce lieu, la nuit de sa mort, celui d'un véritable oiseau de nuit, qui a également ses habitudes au Rock'n'Roll Circus. Cette femme s'est toujours tue sur le drame auquel elle aurait assisté. Je sors des toilettes, je vois la cabine qui était sur ma droite. Et j'ai vu donc cette personne au départ qui avait un malaise. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, tiens, justement, il y a Morrison qui a vraiment un malaise et qui est en train de faire une overdose. Et c'est vrai, j'ai vu Morrison qui s'écroulait, qui était vraiment mal. Et, vous voyez, c'était comme ça, voilà. Comment vous pouvez être sûr qu'il est mort d'une overdose? Parce que je connais la personne qui lui a vendu. Mais il lui avait vendu directement? Oui, directement, oui. D'après ce que j'ai compris en remettant les morceaux en place, je pense que c'était de Breteuil ou quelqu'un de leur entourage, avait un contact à Marseille pour avoir de l'héroïne d'extrêmement bonne qualité. Et apparemment, ce qui s'est passé... Et il a rencontré le type, il a dit, bon, je sais ce que Pam m'avait commandé, et puis il a réceptionné le paquet. Réceptionner et probablement tester l'héroïne commandée par de Breteuil et Pamela. Une sorte d'héroïne particulièrement violente. Elle était à 90%.
Alors qu'en temps normal, elle est d'après ce que j'entends dans les journaux un peu partout, c'est du 10 ou 20%, quoi. 20 explosé complètement dans la tête. Hein. Ce soir-là, Nicole aurait donc bien vu Jim Morrison au moment de son malaise et lorsque ses amis l'évacuent discrètement du nightclub. Et c'est par ici que pour moi, parce que je l'ai vu, que Morrison est parti. Enfin, qui est sorti pour moi décédé déjà. Il était déjà mort. Qu'est-ce que vous avez vu exactement? J'ai vu plusieurs personnes qui l'entouraient. Enfin, qui l'entouraient, je veux dire, qui entouraient cette personne complètement inerte, qui le soutenait à moitié, c'était plus allongé que debout. J'avais une femme, c'est vrai que j'ai vu une femme et des hommes autour de lui. Des gens en sombre d'ailleurs, je me rappelle que j'étais habillée en sombre. C'était des gens bien habillés par rapport à nous qui étions assez habillés en hippie. Qui peuvent bien être ceux qui transportent Jim? De Breteuil, Pamela et autres amis junkies? Et pourquoi, de retour rue Beautreilly, lui faire prendre un bain, s'il était si mal en point? Cette histoire de bain, ça m'a longtemps préoccupé. Pourquoi il était dans une baignoire? Jusqu'à ce que je découvre beaucoup plus tard qu'une des techniques classiques chez les toxicos, quand quelqu'un fait une overdose, c'est de le mettre dans un bain froid pour provoquer une réaction. Et parce que le plus important, c'est que quelqu'un commence à faire une overdose, c'est de l'empêcher de s'endormir. Alors, je ne sais pas quelle était la température de l'eau quand les flics sont arrivés, mais ça avait assez peu d'importance. Pardon? C'était tiède d'abord. Oui, mais c'est facile de racheter de l'eau chaude. Après la mort de Jim, le rock'n'roll circus devient la cible de toutes les rumeurs. Des dealers sont interrogés par la police alors qu'officiellement, personne ne se préoccupe de la mort de Morrison. Beaucoup ont eu très peur, bien sûr, des retombées, des retombées, des conséquences que ça pourrait apporter, que la boîte elle ferme, qu'il y ait une razzia parmi tous les clients qui pouvaient fréquenter la boîte, quoi. Aussi bien connus que non connus. Le patron, Sam Bernett, était au courant? Bien sûr. Bernett était assez discret par la suite, parce qu'il avait... il ne voulait pas avoir les flics chez lui. Il avait déjà des problèmes au rock'n'roll circus auparavant, parce qu'il y avait de l'héros qui circulait et que les stupes le savaient, donc il avait tout intérêt à être le plus discret possible. Vous pensez qu'il y a eu une omerta volontaire? Évidemment, c'est évident que à l'époque, c'était facile d'étouffer les choses. Surtout quand les protagonistes de l'affaire se taisent ou disparaissent, comme le témoin numéro 1, Pamela. Sa version des faits est restée inchangée jusqu'à sa mort en 1974 d'une overdose. Elle se levait la nuit et elle regardait les bateaux sur l'océan. Elle avait des visions qu'ils revenaient. C'était pas une vie. C'était pas une existence. Elle ne pouvait se concentrer sur rien. Elle ne pouvait plus dormir la nuit. Comme je vous l'ai dit, elle pensait que si elle ne s'était pas endormie, peut-être que Jim aurait pu être sauvé. Mais je ne crois pas. Qui, d'ailleurs, aurait pu sauver Morrison dans sa descente aux enfers? Probablement personne. Aujourd'hui encore, le mythe est intact. Tous les ans, les amoureux de Morrison viennent du monde entier se recueillir sur sa tombe. « 20 ans après sa mort, ses parents ont fait graver dans le marbre une inscription en grec. James Douglas Morrison, fidèle à ses démons. »